Freddie Mercury était monté sur scène pour ce qui allait être sa dernière fois. Son médecin lui avait conseillé de ne pas se produire, car sa voix faiblissait et sa santé déclinait rapidement. Ce soir-là, alors que Queen interprétait Who Wants to Live Forever, une tragédie a frappé le public lorsqu'un fan a perdu la vie. Mais ce qui a suivi a choqué même les fans les plus dévoués. De l'explosion de colère de John Deacon en coulisses à la disparition soudaine de Freddie après le concert, cette nuit fut tout sauf ordinaire. Aujourd'hui, nous dévoilons la vérité derrière le dernier concert de Queen et l'homme qui en était le cœur. Freddie Mercury est né le 5 septembre 1946 sur l'île de Zanzibar, alors protectorat britannique. Ses parents étaient parsis et pratiquaient le zoroastrisme, l'une des plus anciennes religions du monde. Sa naissance fut extraordinaire à plus d'un titre. Freddie est né avec 4 dents supplémentaires, une particularité qui, selon lui aurait donné son légendaire registre vocal de 4 octaves. Son enfance fut imprégnée d'une grande richesse culturelle. Élevé dans un environnement influencé par les cultures africaines, arabes et indiennes, Freddie s'imprégna des rythmes, des couleurs et des textures qui allaient plus tard définir son style musical unique. À l'âge de 17 ans, la vie de Freddie a pris un tournant dramatique. La révolution de Zanzibar en 1964 a contraint sa famille à fuir pour sa sécurité. Des milliers de personnes ont été tuées et la famille Mercury s'est réfugiée en Angleterre à la recherche d'un nouveau départ. Mais avant cela, Freddie a passé ses années de formation en Inde. À l'âge de 8 ans, il a été envoyé à la St. Peter's School de Panchgani, un internat de style britannique près de Mumbai. C'est là que le garçon nommé Farouk a commencé à se faire appeler Freddie et que sa passion pour la musique a pris racine. Le professeur observateur a remarqué son talent et a conseillé à ses parents d'investir dans des cours de musique. Un choix qui allait changer à jamais le cours de l'histoire de la musique. À l'école, Freddie a formé son premier groupe, The Hectics, avec 4 amis. Il jouait des chansons rock and roll de artistes célèbres tels que Cliff Richard et Little Richard. Freddie n'avait que 12 ans, mais il montrait déjà un don naturel pour la musique. Il aimait également les chanteurs de Bollywood tels que Lata Mangeshkar, dont la voix puissante a inspiré ses futures performances. Même à cet âge, Freddie a commencé à mélanger les influences occidentales et indiennes, ce qui a plus tard permis à la musique de Queen de se démarquer. Lorsque la famille de Freddie a déménagé en Angleterre, elle s'est installée dans une petite maison à Feltham, près de Londres. La vie n'était pas facile au début, mais Freddie était déterminé à réaliser ses rêves. Il s'inscrit à l'Isleworth Polytechnic en 1964 pour étudier l'art, puis entre à l'Ealing Art College. À Ealing, Freddie acquiert des compétences en graphisme, qu'il mettra plus tard à profit pour créer le célèbre logo de Queen. Pour subvenir à ses besoins, Freddie fait des petits boulots, notamment plongeur à l'aéroport de Heathrow. À Ealing, Freddie rencontre Tim Steffel, qui fait partie d'un groupe appelé Smile avec le guitariste Brian May et le batteur Roger Taylor. Freddie se lie d'amitié avec eux et leur donne souvent des idées pour leurs performances. En 1970, lorsque Tim quitte Smile, Freddie rejoint le groupe en tant que nouveau chanteur. Il suggère de l'appeler Queen, car cela sonnait bien et donne une impression de puissance. Leur premier concert en tant que Queen a lieu en juin 1970 lors d'un événement caritatif. Le groupe avait encore besoin d'un bassiste et, après avoir auditionné plusieurs candidats, ils ont trouvé John Deacon en 1971. À cette époque, Freddie a également décidé de changer son nom de famille pour Mercury. Il a trouvé l'idée dans une phrase d'une chanson qu'il avait écrite, Mother Mercury. Look what they've done to me, Mère Mercury. Regarde ce qu'ils m'ont fait. Queen n'a pas connu un succès immédiat. Leur premier album est sorti en 1973, mais il n'est même pas entré dans les charts britanniques et a à peine atteint la 83e place aux États-Unis. Leur deuxième album, Queen II, sorti en 1970, n'a pas fait beaucoup mieux. Il n'a atteint que la 49e place au Royaume-Uni. Le groupe était frustré, mais leur troisième album, Sheer Heart Attack, a finalement tout changé. Ils comprenaient Killer Queen, une chanson qui leur a permis de percer. Elle s'est classée 2e au Royaume-Uni et 12e aux États-Unis. Freddie Mercury a écrit Killer Queen un soir, assis à son piano.
Il a d'abord écrit les paroles, ce qui était inhabituel pour lui, car il commençait généralement par la musique. La chanson racontait l'histoire d'une prostituée chic de la haute société. Ce n'était pas seulement l'histoire qui la rendait unique, mais aussi le son. Brian May jouait un solo de guitare impressionnant, en utilisant une pièce de Sixpence comme médiator, et ils ont ajouté plusieurs couches sonores grâce à différentes techniques de production. La chanson a rendu Queen célèbre, mais elle a aussi causé quelques tensions au sein du groupe. Roger Taylor craignait que son son léger et enjoué ne donne l'impression que Queen n'était pas un groupe de rock sérieux. En fait, Killer Queen a failli ne pas figurer sur l'album. Elle a été enregistrée en dernier, et il y a eu un grand débat pour savoir s'il fallait l'inclure. Puis est arrivé Bohemian Rhapsody, cette chanson. Sortie en 1975 dans l'album A Night at the Opera, a fait de Queen des superstars. Elle n'a pas été facile à réaliser. Son enregistrement a pris 3 semaines. Elle a nécessité 180 overdubs différents et sa production a coûté 40 000 livres, ce qui en faisait la chanson la plus chère de l'époque. La chanson était étrange et différente. Elle comportait 3 parties distinctes. Un début lent et émouvant, un milieu aux accents d'opéra et une fin rock bruyante. Les dirigeants d'EMI ne croyaient pas que cela fonctionnerait. Ils la trouvaient beaucoup trop longue et ont demandé au groupe de la raccourcir pour la radio. Le groupe a refusé. À la place, leur manager a secrètement donné la chanson à un DJ populaire, Kenny Everett. Il l'a diffusée 14 fois en un week-end et les fans l'ont adorée. La chanson est restée en tête des charts britanniques pendant 9 semaines consécutives. Elle est devenue encore plus populaire en 1981 après la mort de Freddie Mercury, restant numéro 1 pendant 5 semaines supplémentaires. Aux États-Unis, elle n'a pas connu un succès immédiat, atteignant la 9e place en 1976. Mais en 1992, après avoir été utilisée dans le film Wayne's World, elle s'est hissée à la 2e place. Elle s'est vendue à des millions d'exemplaires et est devenue l'un des singles les plus vendus de l'histoire du Royaume-Uni. Queen a également révolutionné le monde du clip vidéo. Le clip de Bohemian Rhapsody a été tourné en seulement 4 heures et a coûté 400 livres sterling. Malgré sa simplicité, il était révolutionnaire. Le célèbre plan montrant les 4 visages des membres du groupe dans un prisme a été créé à l'aide d'une technique appelée Visual Feedback. Il est devenu emblématique et a fait des clips vidéo un élément clé de la promotion des chansons. Plus tard, Queen a continué à réaliser des clips mémorables. Dance I Want to Break Free. Le groupe s'est habillé en femme, inspiré par le feuilleton britannique Coronation Street. C'était drôle et audacieux. Mais MTV l'a interdit aux États-Unis. Radio Gaga était l'un des clips les plus chers de l'époque, avec un coût de 100 000 livres sterling. Il reprenait des scènes du film Metropolis, et Queen a dû débourser 100 000 $ rien que pour utiliser ces extraits. Les concerts de Queen étaient tout aussi impressionnants que leurs clips. En 1975, lors de leur tournée A Night at the Opera, ils ont utilisé un immense dispositif d'éclairage spécialement conçu pour eux, composé de 168 projecteurs et de 12 phares d'avion. Il était si imposant qu'il nécessitait son propre générateur et que son installation prenait plusieurs heures. En 1986, lors de leurs célèbres concerts à Wembley, leur installation lumineuse comptait plus de 1000 projecteurs, dont une immense structure en forme de couronne pesant 5 tonnes. La présence scénique de Freddie Mercury a également évolué au fil du temps. À ses débuts, Freddie était timide et restait souvent derrière son piano pendant les concerts. Le pied de micro emblématique qu'il utilisait, sans la partie inférieure, est en fait le fruit d'un hasard. Un soir, le pied de micro s'est cassé pendant un concert, mais Freddie a trouvé qu'il aimait la liberté que cela lui procurait et l'a gardé. Au fil du temps, son style est devenu plus flamboyant. En 1973, inspiré par Jimi Hendrix, il a commencé à se peindre les ongles en noir et à porter des tenues glam rock spectaculaires conçues par Zandra Rhodes. En 1977, il a porté sa célèbre combinaison Harlequin, un costume moulant qui devait être cousu sur lui avant chaque spectacle. Dans les années 1980, Freddie s'est à nouveau transformé.
Il se laissa pousser une moustache épaisse et adopta un look plus macho avec des pantalons en cuir et des vestes de style militaire. Ce changement s'inspirait de la scène gay new-yorkaise. Il conserva toutefois son énergie espiègle. Dans le clip de I Want to Break Free, il apparut travesti, mais avec sa moustache intacte, ce qui dérouta certaines personnes et suscita la controverse. Les pitreries de Freddie sur scène devinrent de plus en plus extravagantes au fil du temps. Lors de la tournée Hot Space en 1949, il commence à monter sur les épaules d'un membre de l'équipe déguisé en Darth Vader tout en chantant « We Will Rock You ». Au Japon, il se déshabille jusqu'à ne plus porter qu'un short pendant un concert, retirant son costume pièce par pièce au fur et à mesure du spectacle. Le charisme et le style audacieux de Freddie rendent chaque performance inoubliable. Freddie Mercury et Queen connaissent de nombreux changements dans les années 1980. En 1981, le groupe a essayé un nouveau son avec son album Hot Space. Freddie et John Deacon voulaient expérimenter la musique disco et funk, mais beaucoup de fans n'ont pas aimé. La chanson Body Language est sortie en 1982 et a suscité encore plus de controverses. Ses paroles et son clip vidéo étaient trop audacieux pour l'époque et MTV l'a interdit. Cela a contrarié les fans, mais Freddie a continué à explorer de nouvelles idées musicales. En 1985, Freddie sort son premier album solo, Mr. Bad Guy. Il y travaille pendant 2 ans à Munich, en prêtant attention aux moindres détails. L'album est rempli de musique danse et de synthétiseurs qui montrent le côté créatif de Freddie. Il le dédie même à ses chats, en écrivant « Cet album est pour mon chat Jerry, aussi pour Tom, Oscar et Tiffany, et tous les amoureux des chats dans l'univers. Allez tous vous faire foutre. » Il se classe dans le top 10 au Royaume-Uni, mais ne rencontre pas le succès escompté aux États-Unis. Freddie en tire néanmoins la confiance nécessaire pour continuer. Plus tard, en 1987, il collaborait avec la chanteuse d'opéra Montserrat Caballé sur l'album Barcelona. La chanson titre, qui mélange opéra et rock, met en valeur la puissance vocale de Freddie. La chanson est devenue l'hymne des Jeux olympiques de 1992 à Barcelone. Mais malheureusement, Freddie n'a pas vécu assez longtemps pour l'entendre. À la même époque, Queen traversait une période difficile en tant que groupe. Après la sortie de Hot Space, ils sont partis en tournée. Mais à la fin de l'année 1982, ils ont décidé de faire une pause. Les membres du groupe ne s'entendaient plus. Brian May a admis plus tard « Nous nous sommes détestés pendant un certain temps ». Les choses ont empiré pendant l'enregistrement de leur album The Works en 1984. Brian était tellement frustré qu'il a quitté le studio et a passé des heures dans un parc à penser à quitter le groupe. John Deacon est soudainement parti pour Bali sans prévenir personne, ce qui a choqué tout le monde. Quand Freddie l'a appris, il a chanté en plaisantant Bali High, une chanson de South Pacific. Il y avait également des problèmes en dehors du groupe. En 1984, Queen s'est produit à Sun City, en Afrique du Sud, pendant l'apartheid. Beaucoup de gens étaient en colère parce que le pays avait des lois racistes. Le groupe a été interdit par le syndicat des musiciens et critiqué par les Nations Unies. Plus tard, lors d'un concert à Rio de Janeiro en 1985, le public les a même hués. La vie personnelle de Freddie a ajouté au chaos. Son manager, Paul Printer, a causé beaucoup de problèmes au sein du groupe. Brian May ne voulait même pas le nommer dans les interviews, l'appelant simplement le type qui s'occupait de Fred. Tout a changé le 13 juillet 1985. Lorsque Queen s'est produite au Live Aid, Freddie ne se sentait pas bien et avait des problèmes de voix. Il a décidé de se produire quand même. Lorsqu'ils sont montés sur scène à 18h41, ils ont livré l'une des plus grandes performances live de tous les temps. En 21 minutes, ils ont joué certains de leurs plus grands succès, notamment Bohemian Rhapsody, Radio Gaga et We Are the Champions. Pendant Radio Gaga, Freddie a invité le public à taper dans ses mains, créant un moment inoubliable. Plus de 1,9 milliard de personnes ont regardé la performance à la télévision. Dans les coulisses, Elton John leur a dit « Bande de salauds, vous nous avez volé la vedette ». Cette performance a relancé la carrière de Queen et donné un nouvel élan au groupe. Après Live Aid, Queen a commencé à travailler sur un nouvel album, A Kind of Magic.
Il était initialement prévu que cet album soit la bande originale du film Highlander, qui traitait de l'immortalité. Ils ont commencé à enregistrer en 1945, utilisant les nouvelles technologies numériques pour donner à l'album un son moderne. La chanson titre, A Kind of Magic, est tirée d'une réplique du film, mais Freddie a modifié la version originale, ce qui a contrarié Roger Taylor. Une autre chanson, Who Wants to Live Forever, a été écrite par Brian May après avoir vu une scène du film. Elle était accompagnée d'un orchestre de 80 musiciens, ce qui lui donnait une dimension grandiose et dramatique. En 1986, Queen a planifié sa plus grande et plus excitante tournée jamais réalisée. Ils l'ont baptisée Magic Tour, et elle ne ressemblait à rien de ce qu'ils avaient fait auparavant. Ils prévoyaient de donner 26 concerts dans 9 pays différents à travers l'Europe en seulement 8 semaines. La scène de la tournée était à couper le souffle. Elle était immense, large de 50 mètres, avec 2 longues passerelles s'avançant dans la foule. C'était l'une des plus grandes jamais construites et il fallait plus de 13 kilomètres de câbles pour alimenter tout le matériel. L'écran vidéo mesurait 6 mètres de haut et était si grand qu'il nécessitait son propre générateur. Le système audio était si puissant que les gens pouvaient entendre la musique à des kilomètres à la ronde. Certains se sont même plaints du bruit dans les villages voisins. Le 9 août 1996, Freddie Mercury est monté sur scène au Knebworth Park. Il était 18h41. Il ne savait pas que ce serait son dernier concert avec Queen. La foule était immense. 120 000 personnes étaient venues assister au spectacle. L'énergie était incroyable lorsque les premiers accords de One Vision ont retenti. Freddie portait son célèbre débardeur blanc et son jean moulant. Il semblait confiant, mais il n'était pas en très bonne santé. Ce matin-là, son médecin lui avait dit que sa gorge était enflammée. Il avait conseillé à Freddie de ne pas se produire, mais Freddie n'avait pas écouté. Il refusait de décevoir ses fans. Alors qu'il chantait One Man, One Goal, One Mission, sa voix s'est légèrement brisée, mais personne ne semblait s'en soucier. En coulisses, le groupe avait préparé une setlist de secours. Il craignait que Freddie ait du mal avec les chansons les plus difficiles, mais au fur et à mesure que le concert avançait, il leur prouva qu'ils avaient tort. Il voulait offrir au public le spectacle qu'il était venu voir. Pandan Under Pressure. Sa voix s'est brisée sur une note aiguë. Au lieu de s'arrêter, il s'est tourné vers la foule et l'a invité à chanter avec lui. Cela a rendu ce moment encore plus spécial. À 28:03, le groupe a joué Who Wants to Live Forever. Ce fut l'un des moments les plus émouvants de la soirée. Les paroles ont pris une autre dimension, comme si Freddie chantait sa propre vie. Bohemian Rhapsody a été joué à 20h17. C'était l'une des chansons les plus difficiles du répertoire de Queen. Mais Freddie a tout donné. Il a même chanté en direct certaines parties de l'opéra, qui étaient généralement enregistrées. Il a atteint une note aiguë qu'il n'avait pas tentée depuis des années. Et la foule est devenue folle. La dernière chanson de la soirée était We Are the Champions. La voix de Freddie s'est à nouveau brisée, mais au lieu de se retirer, il a tenu la note encore plus longtemps. La foule rugissait si fort qu'on pouvait l'entendre dans les villages voisins. À 20:59, le groupe a joué God Save the Queen. D'habitude, c'était le moment où il quittait de la scène. Mais Freddie est resté. Il était resté immobile, les yeux fermés, pendant que la musique jouait. Lorsque les dernières notes se sont évanouies, Freddie s'est tourné vers la foule. Il s'est incliné profondément et a dit « Merci, vous êtes formidable. Bonne nuit et faites de beaux rêves. » Il était 21h02. Freddie Mercury venait de donner son dernier concert. Mais dans les coulisses, les choses n'allaient pas bien. Dans les coulisses, quelque chose de surprenant s'est produit. John Deacon, le bassiste calme et tranquille, a agi d'une manière que personne n'avait jamais vue auparavant. À peine 10 minutes avant le concert, il a jeté sa guitare basse à travers la loge. Elle a failli heurter la batterie de Roger Taylor. Tout le monde était sous le choc, car Deacon n'avait jamais été aussi bouleversé en 15 ans au sein du groupe. Il a ensuite déclaré à Brian May « Je ne peux plus continuer. C'est trop. » Il semblait sentir que ce serait peut-être leur dernier concert avec Freddie. Deacon s'est également disputé avec l'ingénieur du son, exigeant que le volume de sa basse soit modifié.
Même s'il était clairement bouleversé, Deacon est monté sur scène et a livré l'une des meilleures performances de sa vie. Un événement tragique s'est également produit dans le public ce soir-là. Un fan de 23 ans, Michael Jennings, s'est effondré pendant la chanson « Who Wants to Live Forever ». Il se tenait à environ 50 mètres de la scène. Les secours sont arrivés rapidement, mais ils n'ont pas pu le sauver. Il a été déclaré mort à 21h43. Alors que Queen jouait Bohemian Rhapsody, le groupe n'a appris la nouvelle qu'après le concert. Jennings souffrait d'une maladie cardiaque non diagnostiquée, et l'excitation du concert, combinée à la foule immense de 120 000 personnes, a aggravé son état. 2 jours plus tôt, Jennings avait gagné son billet lors d'un concours à la radio. Son amie Sarah, qui l'accompagnait, a déclaré qu'il passait le meilleur moment de sa vie. Il n'arrêtait pas de dire que c'était la meilleure soirée de sa vie. Puis, soudain, il s'est effondré. Ce moment déchirant a conduit à l'adoption de règles de sécurité plus strictes pour les grands concerts à l'avenir. Après le concert, Freddie Mercury a quitté la scène rapidement, ce qui ne lui ressemblait pas. D'habitude, Freddie adorait les célébrations d'après-concert et restait pour discuter avec l'équipe. Mais cette fois-ci, il s'est précipité quelques secondes après la fin de la dernière chanson. Son assistant, Peter Freestone, expliqua plus tard que Freddie avait reçu un appel de son médecin avant le concert. Il s'agissait de sa santé, et cela devait être inquiétant. Cela, ajouté à l'effort physique fourni pendant le concert, semblait lui peser. Freddie avait même oublié son bracelet en argent, un bijou qu'il portait à chaque concert depuis 1977. Un agent d'entretien l'a retrouvé plus tard et le lui a rendu. Sur le chemin du retour vers Londres, Freddie est resté silencieux, le regard fixé sur la fenêtre, essuyant ses yeux avec un mouchoir. Il était évident qu'il était plongé dans ses pensées. Mercury a eu un bref moment de faiblesse dans les coulisses. Il s'est tourné vers son ami de longue date et assistant personnel, Peter Freestone, et lui a murmuré « Je ne sais pas si je peux le faire ». Roger Taylor se souvient également d'un moment poignant après le concert. Il a trouvé Freddie assis seul dans la loge. Freddie a levé les yeux vers lui et lui a dit « Chérie, je crois que j'ai tout donné ». À l'époque, Roger pensait que Freddie était simplement fatigué. Mais aujourd'hui, il comprend que Freddie lui disait au revoir. Roger conserve une baguette de batterie de ce soir-là dans son studio en souvenir de leur dernier concert. John Deacon, qui a quitté la scène publique il y a des années, a qualifié ce concert de plus difficile de sa vie. Il a admis avoir pleuré pendant « These are the days of our lives », car il sentait que c'était peut-être la dernière fois qu'ils jouaient ensemble. Pour tous les membres du groupe, cette soirée a marqué la fin d'une époque. La vie de Freddie Mercury a été marquée par des relations profondes, des luttes et des surprises. L'une des personnes les plus importantes de sa vie était Mary Austin. Voici quelques éléments sur leur relation tirés d'interviews qu'il a accordées, principalement à David. Freddie a rencontré Mary en 1969, alors qu'il avait 24 ans et elle 19. Ils sont rapidement tombés amoureux, ont emménagé ensemble et se sont même fiancés. Mais en 1976, Freddie a révélé à Mary qu'il était bisexuel. Mary, avec son calme et son honnêteté habituelle, lui a répondu « Non, Freddie, je pense que tu es gay. » Ce moment a changé leur relation amoureuse, mais ils sont restés amis proches toute leur vie. Freddie a toujours dit que Mary était sa seule véritable amie et que personne ne pourrait la remplacer. Freddie a continué à prendre soin de Mary même après leur rupture. En 1980, il lui a acheté un appartement à Kensington, près de chez lui. Lorsqu'il rédigea son testament, il lui légua la moitié de sa fortune, y compris son manoir. Mary resta à ses côtés lorsque sa santé se détériora et, après son décès, elle conserva l'endroit où ses cendres avaient été dispersées, conformément à la volonté de Freddie. Freddie eut également d'autres relations. Il rencontre Jim Hutton, un coiffeur, en 1985, et ils restèrent ensemble jusqu'à la mort de Freddie en 1991. Mais la vie de Freddie n'était pas simple. Il était également proche d'une actrice autrichienne nommée Barbara Valentin, et tous trois passaient parfois du temps ensemble. Les relations de Freddie se chevauchaient souvent, ce qui montre à quel point sa vie personnelle était compliquée.
Les luttes de Freddie avec sa sexualité et son image publique ont duré toute sa vie. Né en 1946, il a grandi à une époque où l'homosexualité était illégale dans de nombreux endroits. Il savait depuis son plus jeune âge qu'il aimait les hommes, mais il devait le cacher. Lorsque les gens lui posaient des questions sur sa sexualité, Freddie plaisantait ou répondait de manière vague, se qualifiant par exemple de « gay comme une jonquille ». C'était sa façon d'éviter la vérité tout en restant enjoué. Freddie n'était pas seulement un musicien, c'était un artiste. Il a étudié l'art et le design à l'université et adorait peindre. Au fil des ans, il a collectionné des objets rares et magnifiques, comme des peintures de Picasso et de Dali et des estampes japonaises. Il aimait également collectionner les verres anciens et a même commandé des portraits de ses chats. Ses collections remplissaient son manoir et témoignaient de son amour pour la beauté. Freddie Mercury a gardé secrète sa lutte contre le sida pendant de nombreuses années. Il n'en a parlé ni au public, ni même à la plupart de ses amis proches. En avril 1987, il a appris qu'il était séropositif. Mais certains symptômes étaient apparus dès 1942. Lors d'un voyage à New York cette année-là, il a consulté un médecin au sujet d'une tache sur sa langue. Il s'agissait peut-être d'un signe précoce de la maladie. Malgré cela, Mercury a nié toutes les rumeurs concernant sa santé. La presse ne lui a pas laissé de répit. Les tabloïds britanniques, en particulier The Sun, ont commencé à publier des articles sur la santé de Mercury en 1986. Ces articles, associés à la peur et à la stigmatisation qui entouraient le sida à l'époque, l'ont probablement poussé à garder le silence. Même au sein du groupe Queen, on en parlait rarement. Le guitariste Brian May a déclaré qu'il ne posait pas de questions parce que Mercury ne le voulait pas. Seules quelques personnes proches de lui connaissaient la vérité. Son assistant, Peter Freestone, a déclaré plus tard que Mercury avait vu de nombreux amis mourir du sida et que cela le préoccupait constamment. Il parlait davantage à ses chats qu'à ses amis, et il le faisait vraiment. Il les appelait. Mercury voulait se protéger et protéger ses proches. La veille de sa mort, il a publié une déclaration publique. Il a expliqué pourquoi il avait gardé le secret pendant toutes ces années. Les gens continuaient de se poser des questions car Mercury semblait de plus en plus maigre et faible. Le 23 novembre, il a finalement annoncé au monde entier qu'il était atteint du sida. Il est décédé le lendemain. Cela a mis fin à des années de silence et de spéculation, même lorsqu'il était très malade. Mercury n'a jamais abandonné la musique. En 1990, Queen enregistre l'album Innuendo. Le groupe modifia son emploi du temps pour l'aider. Ils travaillèrent pendant 3 semaines, puis prirent 2 semaines de congé pour que Mercury puisse se reposer. Le groupe savait alors à quel point son état était grave. Brian May raconta que les médecins leur avaient dit que Mercury n'avait plus beaucoup de temps à vivre. Mais Mercury se force à continuer à travailler. L'une des chansons, The Show Must Go On, devint le symbole de sa détermination. May doutait que Mercury puisse venir à bout des parties vocales difficiles. Mercury a bu un verre de vodka et a dit « Je vais le faire, putain ». Il a ensuite livré une performance parfaite en une seule prise. Après avoir terminé Innuendo, Mercury a continué à enregistrer. En mai 1991, il a travaillé sur des chansons comme Mother Love, mais il n'a pas pu les terminer. Sa dernière session d'enregistrement a eu lieu le 22 mai 1991. Il enregistra A Winter's Tale, qui figura sur l'album posthume Made in Heaven. Même en luttant contre une maladie incurable, Mercury travailla sans relâche pour laisser derrière lui une musique qui resterait éternelle. La dernière apparition publique de Freddie Mercury eut lieu le 18 février 1990, lors des Brit Awards. Queen a reçu un prix pour sa contribution exceptionnelle à la musique britannique. Mercury semblait très amaigri et fatigué, ce qui a choqué ses fans. Et il s'est néanmoins présenté pour honorer son groupe et ses fans. Sur scène, Brian May a prononcé la majeure partie du discours. Oui, il est venu nous voir jouer. Nous avions un petit groupe appelé Smile et Freddie est venu nous voir. Il était vraiment très enthousiaste et plein d'énergie. Mercury a seulement dit « Merci, bonne nuit ». Ce furent ses derniers mots en public. Un adieu simple mais émouvant. Au cours des derniers mois de sa vie, la santé de Mercury s'est rapidement détériorée. En juillet 1991, il restait principalement chez lui à Kensington, dans l'ouest de Londres.
Ses amis proches et son ex-compagne, Mary Austin, lui rendaient souvent visite pour lui apporter leur soutien. Il m'a fallu beaucoup de temps pour vraiment tomber amoureux de cet homme. Son état s'est aggravé. Il a perdu la vue, ne pouvait plus beaucoup bouger et était souvent alité. Le 22 novembre 1991, il a arrêté de prendre ses médicaments, à l'exception des analgésiques. Le même jour, il a préparé une déclaration publique avec Jim Beach, le manager de Queen. La déclaration a été publiée le 23 novembre, confirmant son diagnostic de sida. Freddie Mercury est décédé le 24 novembre 1991, à l'âge de 45 ans. La cause du décès était une pneumonie provoquée par le sida. Son compagnon, Jim Hutton, a décrit ses derniers instants comme paisibles, affirmant que Mercury semblait calme et radieux avant de mourir. Après sa mort, la musique de Mercury n'a fait que gagner en popularité. En 1995, Queen sort Made in Heaven, un album regroupant ses derniers enregistrements. Il devient un succès mondial, avec plus de 20 millions d'exemplaires vendus. L'héritage de Mercury continue de prospérer. Sa musique est écoutée des milliards de fois en streaming. Et Queen's Greatest Hits est l'album le plus vendu de l'histoire du Royaume-Uni. La voix et la passion de Mercury continuent de vivre et d'inspirer ses fans